Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de l'Érable en bref. Il s'agit de notre dernière émission avant les vacances d'hiver et les fêtes. Pour cette dernière émission de l'année 2022, nous nous occuperons de l'engagement communautaire de l'Union des producteurs agricoles, aussi connue comme UPA. Pour cela, nous recevons la visite de notre chroniqueur agricole Yves Charlebois et de l'administrateur du syndicat UPA de l'Érable, M. Maurice Vigneault. En premier, Yves Charlebois nous parlera de l'histoire de l'UPA et de son prédécesseur, la UCC, aussi connue comme l'Union catholique des cultivateurs. Fondée en 1924, la UCC a donné lieu à l'UPA en 1972. Nous pouvons parler donc de presque un siècle d'histoire entre les deux organisations. Par la suite, notre invité Maurice Vigneault nous expliquera la situation actuelle de l'UPA pour la région de l'Érable, du point de vue syndical, qui est sa spécialité. Nous débutons cette approche de l'Union des producteurs agricoles au Québec avec Yves Charlebois. Aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, nous allons parler d'agriculture avec notre chroniqueur agricole Yves Charlebois. Et cette fois-ci, le sujet que nous vous avons concocté, on va vous parler. Vous savez, dans l'actualité, vous entendez des fois l'UPA. Est-ce qu'on connaît réellement l'historique ou l'histoire de l'UPA, nos travailleurs dans le monde de l'agriculture? Eh bien, Yves Charlebois s'est attardé à ce sujet. Allô, Yves? Oui, bonjour. Alors, moi, je trouve souvent que l'agriculture, c'est un sujet important et qu'on devrait en parler presque à tous les jours. Principalement, ça nous touche 3 fois par jour parce qu'on mange. Fait que on mange et on boit, fait que ça vient des produits agricoles. Oui, puis l'UPA, c'est l'union des producteurs agricoles. Mais avant que ça devienne l'UPA, il y a une histoire. Il y avait, oui, on va aller, si on se recule en 1900. Vers 1900. Ouais. La production agricole au Québec, c'était une production de subsistance. Les agriculteurs le but n'était pas de vendre et de faire des sous. C'était la subsistance des familles nombreuses. Ils se vendaient un peu de sirop d'érable, ils se vendaient des choses à l'extérieur, mais pas beaucoup. Tu sais, il y a peut-être, on vendait des légumes, des choses comme ça, mais c'était principalement un produit de subsistance. Il y avait des fromageries sur les coins de rampe, des choses comme ça. On vendait du lait, mais c'était pas le but ultime, c'était nourrir sa famille. Oui, puis ça me fait penser un peu, j'ai une image de la petite maison d'entreprise. Oui, c'est ça. Un peu ça. Tu sais, aujourd'hui, c'est un autre monde. Il y a peu d'agriculteurs qui cultivent des navets pour leur subsistance. Oh. Bon, je donne un exemple. À l'époque, c'était ça. Ça fait qu'on en est dans 1900. Oui. La première chose qui est arrivée vraiment, qui a chambardé les choses. Là, c'est à l'époque des chevaux, hein? Oui, le tracteur t'as pas encore trop arrivé. La première chose qui est arrivée, c'est que le gouvernement du Québec a permis la création des coopératives en 1908. Et à ce moment-là, on connaît tous le mouvement Desjardins. Hein, il a vu le jour dans cette période-là. Il y a eu un paquet de coopératives au-dessus de 350 qui ont été créées jusqu'en 1922. Mais à l'époque, c'était quoi la coopérative? C'était des coopératives locales pour l'achat de grains, l'achat de semences, d'engrais, des choses comme ça. On vendait. Fait que c'est là qu'est né en 1922 la coopérative fédérée de Québec qu'on connaît aujourd'hui, qui est immensément grand, là, qui ont des chiffres d'affaires de plusieurs milliards de dollars par année. Puis une coopérative, il faut avoir des bas prix aussi. Oui, des bas prix. C'est se mettre en commun avec des parts sociales et tous les producteurs agricoles sont membres de la coopérative avec une part sociale. La coopérative a comme job d'acheter beaucoup de choses pour ses membres. Ouais. Un autre exemple, par exemple, pour la mise en marché du sirop d'érable, ici à Plessisville, la coopérative Citadelle a été créée, je pense, en 1926-27 dans ce coin-là. C'est un sénateur qui s'appelait Cyril Vaillancourt qui avait créé la coopérative parce que il y avait un seul acheteur qui était américain et qui payait pas le sirop d'érable. Fait que lui a décidé qu'on va se regrouper puis on va négocier pour la vente du sirop d'érable. Ça a commencé comme ça ici, le groupe Citadelle. Parfait. C'est encore une coopérative qui est très active. Oui. Mais quand on dit que ça ne portait pas le nom de l'UPA, c'est ça. C'est en 1924, ouais, je pense. C'est ça. En 1924 qu'il y a eu la création de l'Union catholique des cultivateurs. Eux autres... faisaient quoi? Et ils faisaient quoi? Ils ont pensé de s'unir pour pouvoir éventuellement avoir du crédit agricole, pouvoir avoir des écoles d'agriculture, de pouvoir négocier directement avec le gouvernement pour des ponts, des aménagements de territoire, des choses comme ça. Tu sais. C'était le but au départ. Mais là, ça s'appelait l'Union des cultivateurs.
là, c'est le gouvernement de M. Tachereau qui était pas très chaud à l'idée de ça. Fait qu'il a dit, hey, ça pourra peut-être finir en parti politique, cette affaire-là. Pas trop bon pour ma business. On va regarder ça comme faut. Fait que là, ils ont dit, on va être ratoureux, c'est barre, les cultivateurs. Ils dit, on va s'associer au clergé. Fait que là, ils ont parti l'Union catholique des cultivateurs. Pour ça, le terme catholique. Ouais, c'est ça, le clergé appuyait ce mouvement-là. Puis là, il y avait des cercles paroissiaux de l'Union catholique. Dans chaque ville et village, il y avait des cercles paroissiaux de l'Union catholique des cultivateurs. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc, en 1924, là, l'Union, en ce qui concerne les agriculteurs, ça devenait une force. Oui, ben c'est ça. On a commencé ça avec... Ouais, c'est ça. L'Union catholique des cultivateurs a commencé. C'était beaucoup plus de l'idéologie que quelque chose de très concret. Mais avec le temps et à la force de mobilisation, ben, ils ont réussi, par exemple, à se créer un propre journal qui s'appelle La Terre de chez nous en 1927 ou 1929. La Terre de chez nous a vu le jour. C'était encarté dans le journal Le Devoir à l'époque. Ouais, en 1929, c'est encarté dans le journal Le Devoir à l'époque. Puis après ça, c'est devenu un journal autonome qui existe encore avec un bon tirage et tout ça aujourd'hui. Fait que tu sais, les cultivateurs se sont donné un journal pour s'informer, puis des agronomes écrivaient dans le journal, puis ils expliquaient qu'est-ce qu'il y avait de nouveau, puis et tout ça. Ça a commencé comme ça. Mais Yves, après 1930, 1931, d'abord et avant tout, on a voulu, il y a aussi une revendication qui était très importante à l'époque, c'est qu'on voulait avoir l'électrification dans les fermes. Puis dans 1930, il y en avait à peine 10% des exploitations agricoles au Québec qui avaient l'électricité. Fait que ça a fait son chemin. Et Monsieur Duplessis a promis l'électrification rurale et ça s'est fait jusqu'en 1955, où à peu près toutes les campagnes au Québec ont reçu l'électricité. Mais dans les villes, il y avait l'électricité depuis 1900, là. Mais ça s'est rendu jusque-là. Fait que ça, c'était une grosse revendication des producteurs agricoles de l'époque. Il y avait aussi le crédit. Oui, le crédit agricole. Oui, le crédit agricole. C'est qu'en 1931, le gouvernement du Québec a décidé de créer le crédit agricole. Puis là, c'est une petite anecdote en passant. C'était comme un des plus généreux au Canada. Puis il accordait des prêts à 2,5% d'intérêt sur 30 ou 39 ans pour un maximum de 6 000 $. Ça fait que tu avais besoin d'acheter des vaches, tu avais besoin d'acheter des semences, tu avais besoin de ci ou ça, tu avais besoin de liquidité. Et fait que ça a commencé à peu près comme ça que les fermes au Québec ont commencé à faire de la production pour de l'argent. Tu sais, il y a beaucoup plus de faire moi de devenir un peu commerçant, un peu plus, avoir des revenus. Fait que c'est ça qui est arrivé là, à ce moment-là. Mais raconte-moi l'anecdote sur l'électrification à Saint-Ferdinand. Par exemple, j'ai un exemple ici, puis c'est pareil, j'ai parlé avec des vieux cultivateurs souvent ici dans la région. À Saint-Ferdinand, en raison des mines d'amiante à Thetford Mine, la Shawinigan Power, qui était la compagnie d'électricité, le câble d'électricité passait à travers le village. Au village, ils ont eu l'électricité genre 1917-1918. Moi, j'habite à la campagne, l'électricité est arrivée en 1954. Fait que pendant 40 ans, le village avait l'électricité, mais pas la campagne, tout simplement. Moi, il y a un monsieur ici, la ferme Garneau sur le ranch, tout près. Lui, il me racontait, tout près d'ici à Plessisville, me racontait il y avait toutes les treilleuses il y avait des treilleuses à essence. Tu partais ça comme un moteur à gaz. Puis il y avait tout installé, le système électrique. Son étable était tout installé. Mais il n'y avait pas eu d'électricité. Fait que il a attendu, je pense, c'est 7-8 ans avant que le câble arrive, qu'on le plug, là, qu'on branche l'électricité à sa ferme. Mais tu sais, c'était tellement une autre époque. Ça fait pas si longtemps que ça, là. Je parle dans les années 50, on faisait la traite du matin, puis on prenait les bidons de lait, on les mettait dans une source, un puits, puis après ça, il attendait que le train passe à 11 heures ici à Plessisville. On allait porter les bidons directement au train, puis ça s'en allait à Québec. La mise en marché 1956 du Plessis, comment qui est arrivé vers 1960. En 1956, Maurice Duplessis, le gouvernement Duplessis à l'époque, a eu comme idée de permettre aux cultivateurs de se regrouper et de vendre de façon commune leurs produits agricoles. Fait qu'il a créé la loi sur la mise en marché des produits agricoles et alimentaires au Québec. Cette loi-là est toujours en force aujourd'hui. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui ressort de ça? C'est que, par exemple, les producteurs de lait se sont regroupés
ils négocient une fois par année ou à tous les 2 ans un prix avec les transformateurs. Puis je voulais parler du plan conjoint. Ouais. Là, on parlait de plan conjoint. Ben, c'est ça. Ils ont commencé vers 1965. C'était toujours l'Union catholique des cultivateurs. Puis en 1972, un dénommé Robert Bourassa, il a dit, on va arrêter ça, l'Union catholique des cultivateurs. On va appeler ça l'UPA, l'Union des producteurs agricoles du Québec qu'on connaît aujourd'hui, et a donné à l'UPA l'exclusivité de représenter les producteurs. Fait que là, ben, ça a commencé là, la force était vraiment associée. Donc, naissance puis du là, syndicat. puis là, les producteurs se sont mis à revendiquer, puis à revendiquer, puis à revendiquer beaucoup de choses. Là, tu allais au Parlement à Québec, il y avait une manifestation de cultivateurs, tu en avais à Ottawa, tu en avais partout. C'est ça. C'est une blague. J'ai travaillé pendant plusieurs années à la Terre de chez nous, puis à un moment donné, la rédactrice en chef, elle dit, tu veux aller couvrir la manifestation des cultivateurs à tel endroit? J'ai dit, où la nouvelle? Il était toujours en train de manifester quelque part pour une revendication. C'est parce qu'il y a le financement agricole, il y avait les assurances stabilisation, il y a toujours de quoi demander, tu sais. En tout cas, je suis contente qu'on ait parlé un peu de l'histoire de l'UPA, parce que c'est quand même nos racines. Ben oui, évidemment. C'est une source pour les travailleurs. Puis, vous pouvez pas vous en sortir. Les producteurs agricoles ont une force politique incroyable. Il n'y a pas une élection au Québec. Les 4 chefs ou les 5 qui se présentent vont au bureau de l'UPA, qui est le bureau central de l'UPA, et sur Roland-Terrien à Longueuil. C'est un passage obligé d'aller là. Et parce que si les agriculteurs sont pas contents, mais c'est une traînée de poudre dans tous les villages de la province. Mais ils ont toujours eu l'écoute des gouvernements. Fait que Québec solidaire, il n'y a pas le choix, même s'ils sont sur le plateau Mont-Royal, d'avoir de quoi offrir aux agriculteurs. Voilà, ben merci beaucoup, Yves. Ben, ça m'a fait plaisir. En tout cas, on ne parlera pas tout de suite du prochain sujet, mais je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes. C'est vrai. Ben merci. Merci beaucoup. Même. Nous venons d'entendre notre chroniqueur agricole Yves Charlebois sur l'histoire de l'Union catholique des cultivateurs et l'Union des producteurs agricoles. Maintenant, l'administrateur du syndicat UPA de l'érable, M. Maurice Vigneault, nous expliquera sa vision sur comment se trouve l'UPA de nos jours. Et maintenant, ce serait peut-être temps de parler du syndicalisme également dans le monde de l'UPA. Ben justement, ça s'appelle le syndicat UPA. Et qui de mieux pour nous en parler? C'est un personnage que vous connaissez, c'est M. Maurice Vigneault. Et j'ai l'impression qu'on ne manquera pas du tout de bons renseignements au cours de cette entrevue, puisqu'il est maintenant administrateur du syndicat UPA de l'érable. Alors, bonjour, M. Vigneault. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors, si ça va bien, est-ce que ça va bien aussi dans le monde de l'agriculture? Et juste ma première question, est-ce que c'est vrai que les millionnaires d'aujourd'hui, ce sont nos agriculteurs? Oh, ça... Non, on peut pas dire ça comme ça. Vous savez, les agriculteurs, ils ont beaucoup de biens. Oui, c'est ça, de terre. De terre, qui ont des... De machinerie. Ça a de la valeur, OK? Mais cette valeur-là, est fixe, elle est là. Ça m'a pas de beurre sur le pain. Avoir 500 acres de terre, ça m'a pas de beurre sur le pain. Pour acquérir cette richesse-là, puis s'en servir comme richesse, faut que tu la monnaies, il faut que tu l'abandonnes. Faut que tu la vendes à quelqu'un. Fait que les agriculteurs, c'est des gens qui, assez souvent, vivent correctement, mais on peut pas dire qu'ils sont millionnaires. C'est parce que ils ont beaucoup de possessions qui est une nécessité, parce que ça prend énormément de grande terre pour vivre de l'agriculture, mais ça ne fera pas des revenus extraordinaires. Mais parlez-moi un peu de votre parcours, Maurice Vigneault, là, avant qu'on arrive dans le syndicalisme. Dans le syndicalisme. Mon parcours. Je suis arrivé à Plessisville à l'âge de 3 ans. J'arrivais de l'Abitibi. Je suis pas descendu sous mon pouvoir. Mes parents ont descendu de l'Abitibi. J'avais 3 ans. Je restais à Plessisville depuis 61 ans. J'ai acquis la ferme de mes parents. On commençait à louer en 81, puis après ça, il y a eu un processus. Après ça, je me suis associé avec un autre individu. On a repéré une ferme laitière. Puis, à travers ça, on s'est impliqué dans la relève agricole, qui est une branche de l'UPA, et dans différents syndicats spécialisés. Le lait, de façon, on suivait nos réunions, là, puis on était actifs. Donc, oui. Puis jusqu'en
99, j'ai vendu mes actifs à mon partenaire, puis je suis en allé en acériculture. Mais à travers tout ça, je me suis impliqué de plus en plus dans l'UPA jusqu'à devenir président d'une fédération régionale. Okay. Puis, je vais être un bout dans ça. Puis, mais là, êtes-vous un retraité du monde agricole? Non, pas du tout. C'est quoi vous faites, là, actuellement? Je suis producteur acéricole. J'ai 17 000 hectares. Je suis là tous les jours quand je suis pas... je m'implique un peu, là, ailleurs, là, mais ma vie de tous les jours, moi, c'est la sériculture. OK. Puis c'est 17 000 hectares. Fait que c'est tous les jours. De l'année, il y a une minute que c'est libre, c'est... Maintenant, on a fait un portrait un peu de Maurice Vigneault. J'aimerais ça faire un portrait maintenant de la région au niveau de l'agriculture. C'est quoi l'agriculture ici, là, dans l'érable? Je dirais entre 700 et 800 fermes dans différentes productions. La sériculture, c'est probablement le nombre de fermes le plus présent, mais il y a beaucoup de petites fermes acéricoles. Fait qu'il y a de la sériculture et du laitier, il y a de la sériculture et du porcin. Fait qu'il y a mais la sériculture, c'est une des productions les plus présentes dans la région. Mais t'as laitier, porcin, volaille, on a de plus en plus de petites fermes maraîchères. C'est quand même très diversifié. Oui. OK, ça, c'est le portrait. Donc, volaille, tout ça. Là, je pense que si les gens veulent s'informer, il y a quand même des statistiques aussi. Oui, c'est ça. J'ai quelques statistiques, là, mais... Oui, enlevez vos lunettes, c'est ça. Oui, c'est ça. Hein, au-dessus, 340 producteurs acéricoles, le bois, 161. Ouais. Le bois, je suis certain que le chiffre, c'est juste ceux qui sont et agriculteurs et producteurs forestiers, parce qu'il y a plus de producteurs forestiers que ça. Alors, les céréales, 123, le fourrage, 92, ça, c'est la principale production. Quand il faut que ce soit une production importante, que c'était là. OK. C'est pas parce qu'un gars fait 2 hectares de foin, là, c'est pas compliqué, ça. Mais vu qu'on regarde les statistiques, puis on a parlé de l'érable, le fait qu'on soit devenu la capitale nationale de l'érable, est-ce que ça nous a donné une forme de notoriété pour notre région? Il me semble qu'on entend moins parler. De la capitale de l'érable? Oui. On a été la capitale de l'érable parce que c'était ici pendant des années que s'est transigé le plus de sirop d'érable au Québec à cause de Citadelle, entre autres. Plessisville, Citadelle était à Plessisville, puis Citadelle, c'est un joueur très important. Citadelle continue de grossir, mais avec le développement acéricole qu'on a eu dans les dernières années, de la transformation, maintenant, il s'en fait aussi ailleurs. Fait que, puis, on est resté quand même. On porte encore le titre de capitale de l'érable. Ben, c'est homologué, là. Oui, c'est ça. On porte encore le titre de capitale de l'érable. Mais du sirop d'érable, maintenant, ça s'en produit partout. Ce qui nous différencie peut-être un peu, c'est qu'ici, la sériculture, je dis toujours, c'est culturel. Oui. Ici, il y a beaucoup de gens qui rêvent pas d'avoir un chalet. Ils rêvent d'avoir une érablière. C'est, pour beaucoup de monde, un rêve d'avoir une érablière, une petite érablière, faire un peu de ça. Ça, là, c'est peut-être plus caractéristique de notre région que le Bas-Saint-Laurent, où ils ont des très, très grandes érablières, tu sais. Chez nous, là, c'est culturel. Toujours, la sériculture, c'est culturel. Bon, ben là, on va y aller dans le sujet du syndicalisme, l'UPA. Comment ça a grandi? Pourquoi on a besoin d'un syndicat dans le monde de l'UPA? Ah, ben, c'est comme tous les syndicats, on a besoin de regrouper les points de vue, les attentes. Les besoins. Et se donner des pouvoirs de négociation devant d'autres interlocuteurs qui sont de plus en plus concentrés eux autres aussi. Fait que, vous savez, les distributeurs agroalimentaires, il n'y en a plus beaucoup. Fait que si on se donne pas une force, ils vont nous donner ce qu'ils veulent bien nous donner, puis on va se licher à la patte. Là, donc, c'est vraiment un regroupement, mais un regroupement, est-ce qu'il est fort? C'est ça, vous dites, ça nous donne une force? Oui. Bien là, présentement, l'Union des producteurs agricoles elle a ce qu'on appelle le pouvoir d'accréditation unique, qui est encadré par la loi sur les producteurs, sur le syndicalisme agricole, qui a permis à l'association de cotiser tout le monde, comme un syndicat dans une usine. Ou de l'Union des artistes, hein, vous donnez souvent ça comme exemple. Fait que, l'Union des artistes a la même formule légale, si on veut, la même base légale que nous pour représenter ses membres, qui est la formule REN, qui appelle, qui permet à une organisation de représenter tous les membres d'un domaine donné. Fait que l'Union des artistes a ça. Nous, on a ça. Il y en a peut-être d'autres qui l'ont.
Et c'est quoi vos demandes vis-à-vis du syndicat? Des prix, de la représentation et des impératifs, je te dirais, qui sont pas juste économiques et immédiats. La protection du territoire agricole, la protection de la ressource, c'est extrêmement important pour nous autres. Puis ça, c'est pas... Ça concerne moi, ça concerne mes enfants, ça concerne mes petits-enfants. La ressource, on la dilapide. Puis on a juste 2 de notre territoire québécois qui est cultivable. Pas cultivé. Cultivable. Cultivable. Faut bien être conscient de ça, là. D'autres, les gens, ils prennent pas conscience de ça parce qu'on vit tous dans cette portion-là de 2 Beaucoup de monde, 98 de la population vit dans ce territoire-là, qui est cultivable. Fait que c'est la vallée du Saint-Laurent, un peu les piémonts des Appalaches, des Laurentides, et une poche au lac Saint-Jean, puis une poche en Abitibi-Témiscamingue. C'est ça, le territoire cultivable. Fait que ailleurs, où t'as pas le climat, où t'as pas le foncier, t'as pas la qualité du sol. Le sol, oui, c'est important. Si tu prends à travers le parc de la Vérandrie, puis tu regardes ses abords, pas grand-chose à cultiver là. C'est du sable avec une couche de végétal extrêmement mince. Ça marche pas. Donc, combien ça devrait coûter aujourd'hui un panier d'épicerie? Je sais pas comment ça devrait coûter aujourd'hui un panier d'épicerie, mais ce que je sais, c'est qu'il y a 50 ans, l'épicerie, c'était 25 d'un budget familial. Aujourd'hui, ça doit être en bas de 11 Là, on dit l'épicerie a augmenté. Oui, je suis bien conscient que l'épicerie a augmenté. Peut-être que c'est un rééquilibrage, sans dire qu'il faut retourner à 25 je suis pas là, mais peut-être qu'il y avait des 11 peut-être qu'il y a eu des exagérations. Oui. Et l'épicerie a augmenté, mais cette augmentation-là est loin de tout aller dans les poches de ceux qui produisent la matière première. Bon. Ben, allez-y. Parce que entre ce que nous autres, on a pour nos produits, puis ce que le consommateur paie, il y a des différences, des fois, assez alarmantes. Les productions organisées, où les prix sont, comme la production laitière, la production de volaille, les prix sont ou négociés ou arbitrés par la Régie des marchés agricoles. Si on s'entend, c'est négocié, puis si on s'entend pas, ben ça va être arbitré. Et où chacun peut se faire entendre. Oui. Hein, mais on négocie avec le gouvernement, là, c'est ça. Vous négociez avec qui, ouais? Ben, on négocie avec les acheteurs. Oui, les acheteurs. Okay? Comme dans le sirop, exemple, là, nous autres, on négocie une convention de vente avec les acheteurs. OK. Mais il y a des lois. Il y a des lois qui encodent ça. Si on s'entend, si on est d'accord, on dit, ça va être tel prix cette année pour tel type de sirop, telle catégorie, on s'entend sur toutes les choses-là. On va présenter ça à la Régie des marchés agricoles et la Régie va l'homologuer. Elle va dire, c'est bien correct, je bénis. Okay. c'est à vous accepté. Autres. Si on s'entend pas, si les acheteurs, puis nous, on s'entend pas, les parties peuvent demander à la Régie des marchés agricoles d'arbitrer. C'est-à-dire, ben là, le prix du sirop, ça va être telle chose. Les conditions de vente, ça va être telle chose. Ça va être arbitré. Il y a bien des places à cette heure que les ententes sont de gré à gré. Oui. Parce que, bon, on s'entend que encore c'est raisonnable de gré. Mais il y a encore des arbitrages. Ça arrive encore que de l'arbitrage, puis moi, je pense que quand chacun des parties a tout fait ce qu'il avait à faire pour démontrer la justesse de ses attentes, puis la Régie arbitre, ben, coudonc, faut croire qu'on ne doit pas être loin du prix juste. Bon. Juste avant de terminer, je ne sais pas si on peut faire ça en 1 minute, maximum 2. 1924, le syndicalisme agricole a commencé. 1924, l'UCC est créé. Il y avait eu toutes sortes de choses avant, il y a eu toutes sortes d'autres organisations qui avaient toutes sortes d'histoires, mais l'UCC a été fondée en 1924. Bon, l'Union catholique des cultivateurs. L'Union des catholiques des cultivateurs. Et après ça, c'est des débats. De 24, disons, à 72, il y a eu plusieurs étapes, ça a évolué. On a l'UPA, l'UCC dans le temps, oui. Qui a revendiqué des lois sur le syndicalisme agricole, des lois sur la mise en marché collective, des lois... Puis tout ça, ça a été long dans bien des cas, mais ça a évolué tranquillement sur des lois qui ne faisaient pas nécessairement... C'était pas nécessairement le copier-coller de ce que l'UCC demandait, mais comme toute chose dans une société, ça a été négocié avec l'État, puis avec les autres intervenants disaient, ben non, ça n'a pas d'allure. Puis on est arrivé à des lois
quand on les regarde aujourd'hui, ça a du bon sens, ces lois-là. On dit, c'était bien fait, finalement. Après un recul. Après un recul, c'était bien fait. Mais les gens qui veulent s'informer, vous avez des livres à consommer. On va peut-être leur dire ça. Ouais, je peux le montrer. Vous avez ça. Nous dire un petit peu un survol de quoi ça parle. Ouais, c'est ça. Il y a l'histoire du syndicalisme agricole au Québec, de l'UCC à l'UPA, de 1924 à 2004. Ça a été fait en 2004. Si ma mémoire est bonne, on avait à 75. Ça a été fait pour le 75e anniversaire. OK. Ça relate toute l'historique. Ça va avant 1924 parce que ça émet les prémices. Oui. Ce qui nous a amené à la création du GC. Okay. Ça nous donne toutes les dates. Jusqu'en 2004, là, les grands enjeux de ces époques-là, une par l'autre. Puis avec l'évolution de l'agriculture et des agriculteurs à travers ça. Qui ont augmenté en nombre, qui ont diminué, il y a eu des crises économiques à travers ça qui ont fait... En gros, les plans conjoints... ça parle des plans conjoints, ça parle des grands enjeux de protection du territoire agricole dont je parlais tout à l'heure. Les petites fermes, des grosses fermes. La formation, l'éducation, la formation agricole. On voulait, pour que les producteurs deviennent de plus en plus performants, comment on fait pour mieux les instruire? Fait que l'UPA, l'UCC, dans le temps, s'est préoccupé de ça. L'UPA s'en préoccupe encore. En tout cas, je suis certaine que vous allez revenir comme invité parce que c'est plate à dire, mais on avait tellement d'histoires à raconter aussi dans le monde syndical au niveau de l'agriculture, mais on va sûrement se reprendre une autre fois. Pour l'instant, merci beaucoup à vous, M. Maurice Vigneault. Vous avez entendu Yves Charlebois et Maurice Vigneault nous parler de l'UPA pour cette dernière émission avant les vacances d'hiver. Nous sommes arrivés à la fin de l'érable en bref. Rappelez-vous que l'émission Érable approfondie s'occupe des autres sujets courants de la MRC de l'érable pendant 1 heure de traitement à partir de samedi. Nous serons de retour à l'érable en bref à partir du 10 janvier 2023. Pour l'instant, nous vous souhaitons un excellent temps des fêtes et bon début de l'année 2023.